Correction du DS6 de physique-chimie sur les chapitres M1, M2, M3. Premier exercice, c'est une notion de référentiel qui intervient. On a un bus qui se déplace de façon rectiligne vers la droite et qui accélère. On veut le mouvement de Claude par rapport à Alain, ou alors Alain étant assis dans le bus. C'est la même chose que le demander par rapport au bus. Donc si je suis une petite mouche et que je me pose sur l'épaule d'Alain, je vois Claude qui s'éloigne petit à petit par rapport à moi de façon rectiligne et de plus en plus vite, c'est-à-dire accéléré. Le mouvement de Claude par rapport à Alain ou par rapport au bus est donc rectiligne et accéléré. Deuxième question, c'est par rapport à Brigitte. Brigitte, elle, se déplace dans le bus de façon à rester toujours en vis-à-vis d'Alain, à la même position. Donc l'un par rapport à l'autre, en fait, il ne bouge pas. Et donc le mouvement de Claude par rapport à Brigitte est il n'y en a pas, il est immobile. Deuxième exercice, c'est sur la chute d'une bille. On vous demande pourquoi la chute de la bille là est en chute libre. Donc définition de chute libre, c'est quand un objet n'est soumis qu'à son poids et qu'on néglige les frottements de l'air. Et c'est ce qui est précisé dans l'énoncé. Donc on peut dire que la bille est en chute libre puisqu'elle n'est pas soumise aux frottements. En tout cas, ils sont négligeables. On vous demande ensuite question 2, la trajectoire de la bille. La trajectoire de la bille, on le voit bien là, suit une ligne droite, c'est ce qu'on appelle une trajectoire rectiligne. Question 3, on veut savoir si le vecteur vitesse, ou la vitesse pardon, de la bille est constante. Donc je sais que chaque instant là est séparé du même temps, 0,028 secondes, et donc je vois que j'ai une distance de plus en plus grande. Si pour le même temps j'ai une distance de plus en plus grande, c'est que la vitesse augmente. Le mouvement est donc question 4, 1 rectiligne pour sa trajectoire et 2 accéléré pour sa vitesse. Question 5, on vous demande de déterminer la vitesse au point 4. Donc pour déterminer la vitesse en un point, je prends le point juste après, je détermine la distance là en centimètres entre les deux et je divise par le temps que la bille a mis pour passer du point T4 au point T5. Donc si je lis ici, je trouve 6,8 cm. Je lis ici 10,2. L'écart entre les deux, c'est donc de 3,4 cm que je dois mettre en mètres. Je note ainsi la formule V4 égale M4M5, c'est la même notation qu'en maths, divisé par T5 moins T4. Je trouve donc 3,4 10 moins 2 ou 0,034 en mètres, pour mettre sa distance en mètres, divisé par 0,028 secondes, ça fait 1,2 mètres par seconde. Ensuite, on vous donne une échelle, 1 cm est représenté par 0,5 m par seconde et on vous demande de tracer les deux vecteurs vitesse, celui que vous avez trouvé, celui qui est donné, le vecteur V1 qui fait 0,54 m par seconde. Donc pour pouvoir faire ça, je vais faire un tableau en croix, je vais mettre à gauche tous les centimètres, à droite les mètres par seconde, en mettant mon échelle, donc 1 cm à gauche, à droite 0,5 m par seconde. En dessous des 0,5 m par seconde, je mets la valeur de V1, 0,54 m par seconde, et je fais mon produit en croix pour trouver combien de centimètres ça fait. 0,54 fois 1 divisé par 0,5, je trouve 1,1 cm. Je fais la même chose pour V4. Donc ça fait du coup 1,2 fois 1 divisé par 0,5, je trouve 2,4 cm. Pour V1, je donc dois tracer alors un vecteur qui est la direction du mouvement, qui est vers le bas, qui a le sens du mouvement, donc une flèche vers le bas, verticale vers le bas, qui fait 1,1 cm. C'est ce que j'ai fait ici et je note à côté V1 avec une flèche. Pour le vecteur V4, je vais faire la même chose. Il est toujours dans la direction du mouvement et le sens du mouvement, donc vertical vers le bas. Et cette fois, je vais faire 2,4 cm. Je vais noter V4 avec une flèche à côté. Question 7. On vous demande du coup de comparer direction, sens et valeur de ces deux vecteurs pour pouvoir savoir si globalement le vecteur vitesse varie pour pouvoir appliquer le principe d'inertie. On voit bien que la direction ne change pas, le sens ne change pas, toujours vers le bas, toujours vertical. Mais par contre que la valeur du vecteur vitesse augmente, donc finalement le vecteur vitesse varie. Donc d'après le principe d'inertie, c'est que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme et que les forces ne se compensent pas. Cela est cohérent avec notre exercice puisque si on est en chute libre, c'est qu'on n'a que le poids qui s'exerce et une force toute seule ne peut pas être compensée par une autre force. Donc le principe d'inertie est respecté. Exercice 3, c'était une situation de water polo où, dans un premier temps, on avait un joueur qui maintenait une balle dans l'eau immobile. Donc si je fais son diagramme d'interaction, question 1, j'ai la balle qui est donc en interaction avec la Terre comme tous les objets à sa surface, interaction à distance avec donc, des pointillés. Elle interagit aussi avec la main et puis avec l'eau.
Du coup, si je fais le bilan des forces, eh bien j'ai 3 forces. La force exercée par la balle sur la terre, ce qu'on appelle le poids, qui est donc vertical vers le bas, comme pour tous les objets. Ensuite, la force exercée par la main sur la balle. La main empêche la balle de remonter, donc elle est verticale vers le bas. Et la force exercée par l'eau qui tente d'essayer de faire monter la balle à sa surface, donc elle est verticale vers le haut. Pour appliquer le principe d'inertie, question 3, on vous demande du coup si dans cette situation, la vitesse de la balle varie, c'est-à-dire si son vecteur vitesse varie, puisqu'on vous demande direction, sens et valeur. Donc, comme la balle est immobile, elle reste immobile, le vecteur vitesse ne varie pas, il vaut toujours le vecteur nul. Et donc, question 4, on applique le principe d'inertie. C'est donc que les forces exercées sur la balle se compensent. Question 5, on voudrait savoir s'il y a une autre situation où on pourrait faire les mêmes conclusions. Effectivement, ça marche chaque fois que le vecteur vitesse est constant, donc s'il n'est pas nul, il peut prendre une vitesse, mais cette valeur va rester tout le temps la même, avec la même direction et le même sens. C'est le cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas-là, comme dans le cas d'un mouvement d'un objet immobile, avec un vecteur vitesse nul, les forces appliquées sur le système se compensent. On va donc faire un schéma des forces dans la question 6 qui respecte l'échelle donnée 1 cm pour 4 N et qui respecte le fait que les forces doivent se compenser. On a dans les données un poids de 4 N qui est donc représenté par un vecteur de 1 cm dirigé vers le bas, P. Une force exercée par la main sur la balle, toujours dans les données de 20 N que je dois représenter un vecteur vers le bas, vertical vers le bas de 5 cm. Et donc la force exercée par l'eau sur la balle doit compenser la somme de ces deux forces. Donc je dois faire du coup 4 plus 1, donc un vecteur vers le haut qui fait 5 cm. C'est la force exercée par l'eau sur la balle. Deuxième situation, j'enlève ma main. Et on me demande de faire le diagramme d'interaction. Du coup, il n'y a plus que la terre et l'eau qui interagit avec la balle. On me donne l'évolution de la vitesse. Attention, le graphique qui est donné, ce n'est pas la trajectoire, mais l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Comment la vitesse varie. La trajectoire, elle, on vous précise dans l'énoncé qu'elle est bien toujours rectiligne et dirigée cette fois vers le haut puisque la balle remonte. Donc, question 1, c'était le diagramme d'interaction, pas de problème. Question 2, on vous demande comment évolue la vitesse dans cette situation. Eh bien, on voit qu'au départ, c'est à 0, ça monte assez vite, puis ça monte encore, mais plus doucement, jusqu'à 52 mètres par seconde. On peut donc dire que le vecteur vitesse en valeur va changer, va augmenter, mais par contre, comme la trajectoire est toujours rectiligne, cette fois vers le haut, la direction est toujours verticale et le sens reste toujours vers le haut. Donc, le vecteur vitesse varie parce qu'une de ses composantes varie, c'est-à-dire sa valeur, mais direction et sens ne changent pas. On va donc appliquer le principe d'inertie. Eh bien, si le vecteur vitesse varie, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme et les forces qui s'exercent sur la balle ne se compensent pas. On va donc faire un schéma de force. On peut faire un bilan de force avant, mais il n'était pas demandé forcément dans le DS. Donc, d'après le diagramme d'interaction, j'ai deux forces. La force exercée par la terre sur la balle, toujours verticale vers le bas, et la force exercée par l'eau vers la balle, qui est comme tout à l'heure, verticale vers le haut. Mon schéma de force est donc le même que tout à l'heure, sans la force exercée par la main sur la balle. Et donc, je vois bien que dans cette situation, là j'ai 1 cm, là j'ai 5, la force exercée par l'eau sur la balle l'emporte, d'où le mouvement de la balle vers le haut. Dernier exercice sur l'interaction gravitationnelle. On vous demande donc premièrement de calculer le poids de l'équipement d'un astronaute qui fait 60 kg sur la Terre. Le poids est donné par la formule P égale mg. Tout ça, je mets un petit T pour indiquer c'est sur la Terre puisque j'ai les données aussi sur la Lune. La masse doit être en kilos, 60. Le petit G est donné newton par kilogramme, c'est 9,8. Je calcule à peu près 590 newtons que je mets avec deux chiffres significatifs, donc forcément avec l'écriture scientifique. Ça me donne 5,9 fois 10 puissance 2 newtons. Deuxième question, on veut la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'équipement pour pouvoir comparer avec le poids ensuite. Donc la force exercée, la force d'interaction gravitationnelle, c'est la grosse formule du cours, grand G fois le produit des masses, divisé par la distance entre la Terre et l'astronaute, le tout au carré. Et donc comme l'astronaute est à la surface de la Terre, eh bien la distance entre la Terre et l'astronaute, c'est le centre de la Terre vers la surface de la Terre, c'est donc le rayon de la Terre. Je trouve donc en application numérique un grand G qui vaut 6,7 10-11 fois le produit des masses en kilos, c'est-à dire 5,97 fois 10 puissance moins 24 pour la masse de la Terre, 60 pour la masse de la combinaison, et je divise par le rayon de la Terre. Attention, il est donné en kilomètres, il faut le mettre en mètres, donc c'est 6380 fois 10 puissance 3, où je rajoute 3 zéros, le tout au carré. Je trouve le même résultat que tout à l'heure, c'est logique, on avait démontré en cours que le poids, c'était une façon simplifiée de calculer
calculer la force d'interaction gravitationnelle à la surface d'un astre, donc par exemple à la surface de la Terre. Ensuite, on vous demande en question 3 de calculer le poids sur la Lune. C'est la même formule que tout à l'heure, mais avec un L en indice et des valeurs qui vont changer. C'est pour ça que je mettais un indice. Donc cette fois, c'est 60 kg fois 1,6 parce que le G sur la Lune est beaucoup moins important que sur la Terre. Je trouve 96, que je peux écrire en écriture scientifique ou non, qui fait 9,6 10 puissance 1 newton. Conclusion, est-ce que c'est facile de porter sur la Terre cet équipement ou alors sur la Lune? C'est bien plus facile sur la Lune que sur la Terre. On voit, on pourrait comparer en divisant la grande valeur là, par la petite, on trouverait 6 fois plus. Donc le poids de l'équipement sur la Lune est 6 fois moins important que sur la Terre. Il sera donc plus facile de le porter sur la Lune sur la Terre. En bonus, je peux calculer quelle est la masse d'un objet dont le poids sur Terre est égal au poids de la combinaison sur la Lune. Pour ça, il faut que j'écrive qu'il y a égalité des deux poids sur la Lune et sur la Terre. Je vais mettre M' sur la Terre pour pas avoir la même notation que sur la Lune. Donc j'ai M' fois G sur la Terre égale M fois G sur la Lune. Je cherche M', je bascule le GT de l'autre côté. Ça me fait M' égale M fois GL divisé par GT. Application numérique, ça me fait 9,8 kg. Donc finalement, sur la Lune, un astronome aurait la même sensation que s'il portait sur la Terre une combinaison de 9,8 kg. Même conclusion que tout à l'heure, il sera donc plus facile de la porter sur la Lune que sur la Terre.